Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, je poursuis encore et sans trop tarder, je vous montre directement le pay-per-view. Directement, Elimination Chamber 2015. Normalement, ce genre de pay-per-view à stipulation, ça arrive au moment sur la route de WrestleMania. Et que là, pour une fois, ils le mettent en plein pay-per-view basique, qu'on s'y attend même pas du tout. Et honnêtement, à cette période, on s'y attendait pas du tout, également. Et que maintenant, ça a forcément repris place. Même si j'ai entendu les annonces comme quoi Elimination Chamber ne sera plus le nom d'un pay-per-view, mais ça pourrait être utilisé pendant un gros événement, un peu comme l'était Survivor Series, SummerSlam, ou encore New Year's Revolution, No Way Out, quelque chose comme ça. Et ben ça, normalement, ça devait figurer dans l'un des pay-per-view. Maintenant, attends de voir pour l'avenir. Surtout les Hell in a Cell. Surtout les Hell in a Cell, ils vont plus être en pay-per-view, mais lors d'un pay-per-view basique, mais qui ne sera pas au nom de Hell in a Cell, et tout ce que vous voulez savoir. Voilà. Et que pour 2015, le Elimination Chamber, pas terrible. Il n'était pas si terrible que ça, car c'était pas non plus très dingue, je vous le reconnais. Et que on va voir ça ensemble. Tout d'abord, le réfifi de ce qui s'est passé. Neville contre Bo Dallas. Sheamus qui fait un high cross. Seth Rollins qui fait un slim blade. L'affrontement entre John Cena et Kevin Owens, que ce match-là j'ai bien apprécié. Et que le main event, un peu moyen, mais j'ai un petit peu apprécié. Et il dure 3h06. Voilà. Tout d'abord, les premiers matchs de la soirée. Je vais vous citer ça. Alors tout d'abord, un match qui figure même pas sur la carte. C'est dans le show, mais il figure même pas dans la carte principale. Stardust contre Zack Ryder. Match très court, et il faut dire leur cote à Zack Ryder et Cody Rhodes venait de s'estomper. Ils seront plus très utiles. Et c'est dommage pour les deux. Sachant que ils peuvent revenir encore très fort qu'avant. Ah bon. Pour désigner un vainqueur, c'est victoire de Stardust avec sa prise qui est toujours le Crossroads, mais il l'appelle dans un autre nom. Ah bon. 3,20 ce match-là. Le tout premier match Elimination Chamber de la soirée, mais c'est pour les titres par équipe. Donc oui. Donc le New Day, donc équipe composée de Kofi Kingston et Big E, contre les Primetime Players, que vous connaissez sous le nom de Darren Young et Titus O'Neil, contre Cesaro et Tyson Kidd, contre l'Ascension, Connor et Victor, contre les Lucha Dragons, Sin Cara et Kalisto, et contre les Los Matadores, Fernando et Diego. Oui. En tout cas, c'est une première dans l'histoire Elimination Chamber par équipe. Vraiment une première. Donc on peut dire qu'ils ont su, on va dire, tirer leur épingle du jeu malgré un show qui n'est pas non plus si dingue qu'on le dit. À part les matchs, que ça peut être si bien, mais sinon c'est pas non plus... Voilà. J'ai pas d'autre explication. Bon. Il y a des bons spots dans ce chamber. Vraiment des bons spots. Et qu'ils essayent d'épater la galerie en mettant le feu. Ça se voyait durant le match. Et attendez. Si je crois bien, Kalisto, il monte au-dessus, jusqu'au-dessus de la cage. Et qui fait le Spider-Man, forcément. Mais qu'il se jette sur les catcheurs pour effectuer son manœuvre pour éviter qu'il se blesse.
et qu'après, ben, il y en a pas mal qui essaient de se démarquer, hein, notamment le New Day, qui font comme si ils veulent pas continuer le match, ils font comme si battez-vous entre eux, nous on reste posé pépère, ou alors on veut pas trop subir, et pourtant ils se font subir durant le match, tandis que les prime time players, vu comment ils ont su, on va dire, reformer l'équipe, ils veulent au moins avoir une chance pour les titres. Ça arrivera lors d'un pay-per-view que malheureusement je n'ai pas, et que leur association, malgré aussi elle aura été très courte, que ce soit une première fois ou une deuxième fois, ce sera très très courte, vraiment. Tandis que l'ascension, ben, je mise même pas une pièce sur eux de devenir champion par équipe, alors que à la NXT, ils étaient ben, les champions par équipe au plus long règne, jusqu'à ce qu'ils se font détrôner, je crois. Et pareil pour Los Matadores, je ne misais pas une victoire sur eux. Donc je suis un peu sévère avec eux, mais c'est un peu vrai. Ça se jouait entre Cesaro et Sheamus, le New Day et les Primetime Players. Mais à la fin, c'est le New Day qui bat justement les équipes que j'ai citées. Donc il est bat carrément. Et ce match-là, allez, je mets 3,40. Voilà, 3,40, ça peut convenir. Et que c'est le début du show. Match des divas cette fois-ci. Oui. Match triple menace pour le titre des divas. Justement. Nikki Bella contre Naomi contre Paige. Donc un triple affrontement entre les trois femmes. Justement pour le titre. Et que c'est à cette période en 2015 qu'ils vont créer la révolution féminin. Oui, ils vont créer cette révolution. Et que c'est aussi cette année où Hulk Hogan a été radié de la WWE à cause des propos jugés déplacés envers la couleur de peau noire. Donc le terme N-word qui ne devrait pas être dit dans une vidéo qui devait rester privée, oui, dans une sextape. Et que si je crois bien la vidéo qui avait été diffusée un premier temps et qui avait été retirée pour le bien de tous, elle datait de 2008, je crois. Ouais, qu'il disait... J'avais entendu une audio comme quoi il disait qu'il était réellement raciste, qu'il ne voulait pas que sa fille sortait avec un teint de haine, qu'elle se tape un teint de haine qui fait... 2 m 20 qui rapporte des millions comme un joueur de NFL. Si jamais je dis teint, c'est pour essayer d'être un peu poli. À la place de dire putain, je dis teint. Voilà. Et ben ça avait été un premier temps supprimé, la vidéo. Et que lorsque ça a refait surface en 2015, on a entendu le dire justement dans la vidéo, et la WWE va pas tarder à réagir. Ils vont décider de le virer sur le champ, Hulk Hogan, pour les propos jugés racistes, tout simplement, et que la WWE a une tolérance zéro envers le racisme, et heureusement. Mais après, c'est pas le premier, hein. Sachez que c'est pas le premier à se désigner comme un raciste, car c'est pas le premier ni le dernier. Car c'est vrai que Hulk Hogan, il a fait polémique parce que c'est l'un des plus grands catcheurs de tous les temps. Malgré que je l'ai beaucoup critiqué en disant que c'était un connard, que c'était un enfoiré, et que ce côté connard, il l'a depuis toujours. Et que c'est un peu vrai, hein, malgré qu'il a révolutionné le catch à sa manière, mais il nous a beaucoup déçus. Et c'est ça ce qu'on le reproche. Même aujourd'hui, même s'il essaie de se racheter une conduite, mais il faut dire, les conduites, c'est assez mitigé, très mitigé même, et que quand je dis connard, il va dans une fédération, créer une concurrence contre la WWE, alors que c'était la WWE qui a fait de lui
une star internationale, tout simplement. Et que lui, il n'arrêtait pas de retourner sa veste et de lécher le cul, tout simplement. C'est ça, ou alors sucer, quoi. Donc je dis lécher le cul, parce que c'est vrai, ça c'est des propos de lèche-cul qu'on n'a pas apprécié d'Hogan. Même si, encore une fois, il a le sens des affaires, quand il sent qu'ils se font du fric, comme à la WCW, ou pas à la TNA, mais sauf qu'à la TNA, c'était un flop avec eux, eh ben, il a toujours le sens des affaires, malgré tout. Mais là, en question d'affaires de propos racistes, c'est très personnel et très discutable. Vraiment très discutable. Et que maintenant, depuis pas mal d'années, il restera toujours dépeint comme un raciste. Et ça lui restera peut-être jusqu'à la fin de sa vie, qui sait. Car le mal est fait. Même s'il y a des personnalités américaines, enfin afro-américains, qui dit que Hulk Hogan n'est pas raciste, notamment l'intervention de Dennis Rodman, peut-être Mr. T, mais peut-être que je me suis dit c'est Hulk Hogan qui a dû les envoyer pour prouver que non, il n'était pas raciste, alors que ce qu'il a dit envers le jeune homme qui fréquentait la fille de Hulk Hogan, qui s'appelle Brooke Hogan, c'est quand même indécent de juger sa couleur de peau, sa religion, tout ça. Car il avait dépassé les limites. Et là, ce que je vous dis, c'est les vérités. Hein. Même si je passe carrément du côté de ce match féminin, il faut dire, je m'en balle un petit peu les cacahuètes, honnêtement. Mais que là, je dis les vérités, ce qui était sorti. Même s'il avait répondu dans des interviews comme quoi qu'il était raciste d'un certain degré et que les propos ne lui ressemblaient pas ce qu'il est d'habitude et que ça le rend totalement en désaccord avec lui-même. Alors ça, je pense que ces réponses, c'est des excuses à 2 balles. Parce que déjà de sortir ça alors que tu as dit ouvertement que tu étais réellement raciste, il faut que tu assumes tes propos. Et que si tu es, on va dire, la personnalité la plus crainte aujourd'hui, c'est à cause que tu as, on va dire, créé un bordel, une polémique. Et pourtant, en France et même en Belgique, le catch n'est pas très, très médiatisé. Et pourtant, il y avait de la médiatisation, comme quoi la star du catch a sorti des propos racistes. Et suite à la tempête de polémique, c'est pour ça qu'ils nous ont dû le radier en disant que tu as créé un bordel monstrueux. C'est quand même incroyable, quelqu'un aussi connu et reconnu, notamment par son côté showman et sa musculature, sa renommée, viennent dire des choses aussi, je sais même pas les mots pour mieux le décrire, mais aussi raciales. Et que selon les théories, lorsque son fils Hulk Hogan était en prison et qu'il leur rendait visite en prison, certains disaient qu'il était jugé comme raciste. Alors peut-être parce qu'il y avait des détenus noirs américains, peut-être, je dis bien peut-être, mais c'est sale tout ça. C'est vraiment tout sale. Même si on sait bien qu'en 2018 ou 2019, non, c'est plus 2018. Il a dû renégocier avec la WWE. Il a dû nettoyer ses erreurs, même si ses erreurs ne sont pas nettoyées. Donc, ça va pas partir du jour au lendemain. Donc, il a dû se racheter une conduite. Même si les catcheurs ne vont pas l'accueillir à bras ouverts. Parce que lorsqu'il était arrivé, il a juste... dit qu'il s'excusait auprès des personnes, tout simplement, et qu'il leur donnait une leçon de morale en disant que Internet devient dangereux de nos jours, ce qui est un petit peu vrai, mais ce qui n'est pas toujours faux non plus. Enfin, ce qui n'est pas toujours vrai, ce qui est vrai aussi. Mais qu'il aurait dû s'excuser envers la communauté noire, quoi. Des personnes qui ont subi de la vengeance, haine raciale depuis d'une centaine d'années, et qu'il y en a même qui ont été esclaves, qu'ils en souffrent aussi de
des propos raciaux des personnes qu'ils ont côtoyé. Bon, c'est un peu ce qui s'est un peu passé dans notre culture en Belgique, mais je ne cautionne pas ce qu'ils ont fait à l'époque de Louis XIV ou l'époque... Enfin, ça c'était, on va dire, une époque très très lointaine, alors qu'on n'était pas encore né. Voilà, mais ça je ne cautionne pas non plus ce qu'ils ont fait. Et je ne cautionne personne à être raciste. Honnêtement, je cautionne personne. Même si vous allez peut-être dire, ouais, mais c'est pas le premier à se désigner comme un raciste, car même Stone Cold Steve Austin avait des tendances et propos racistes, comme il avait fait avec Ahmed Johnson dans les vestiaires, en taguant sa porte en disant N. Voilà, j'oublie pas le côté N-word que je dois pas dire, mais je dis N. Vous allez peut-être comprendre pourquoi je dis N. Voilà. Peut-être envers Mike Tyson, mais ça c'est... Ça m'étonnerait énormément. Mais encore une fois, c'est pas le sujet de ça. Même si ça a un rapport, le côté racial, que j'essaye de vous expliquer clairement, et que je ne cautionne pas les personnes qui disent des propos racistes, sachez-le. Donc Paul Hogan, ça fait un immense scandale, que Stone Cold Steve Austin, ben, ça n'a pas fait du grand bruit, car il n'a pas non plus de grands faits réels. Même s'il a dû se repentir à ses mauvaises actions du passé, Steve Austin, car maintenant, ben, ses soucis avec la drogue sont derrière lui. Bon, il boit toujours, mais il a mis un trait aux addictions à la drogue. Et que lors de 2020, chez Impact, oui, lorsque Tessa Blanchard avait remporté le titre d'Impact dans les mains de Sami Callihan, eh ben, elle était prévue pour Slammiversary, où elle était présente dans un match six-pack pour défendre son titre du monde poids lourd qui était à la base réservé aux hommes, mais c'est la première de l'histoire à avoir été championne du monde d'Impact Wrestling / TNA. Eh ben, elle avait été virée par la TNA parce qu'elle ne savait pas se déplacer du Mexique jusqu'aux États-Unis, car elle vit au Mexique avec son fiancé qui est aujourd'hui elle est mariée. Et en plus, elle devait se marier le jour même. Donc ça a été, on va dire, un mini bordel d'emploi du temps. Donc elle avait expliqué chez Impact qu'elle ne pouvait pas se déplacer, car l'aéroport du Mexique aux États-Unis, ben, c'est bloqué à cause de l'époque du Covid-19, on va dire ça comme ça, parce qu'il y avait encore le coronavirus. Et que suite à ça, ben, elle ne savait pas se déplacer. Et aussi, il y avait une histoire, une affaire comme quoi elle aurait été jugée raciste. Donc apparemment, Tessa Blanchard, elle est aussi dépeinte comme une raciste. Et pourtant, ça m'étonnerait que ce soit vrai ou ce soit faux. Hein. Peut-être que ce sont des rumeurs, mais en tout cas, ça a entaché son avenir dans le catch à Tessa Blanchard. Elle qu'on voulait la voir exploser à la WWE, ou peut-être mettre un pied à la AEW, car son père travaille là-bas, Tully Blanchard, eh ben, elle qu'on voulait la voir exploser du côté de la WWE ou justement AEW, eh ben, aucune des deux fédérations souhaiterait la signer à cause d'une polémique qui a refait surface. Même si elle a longtemps été dans la fédération indie, notamment la fédération indie féminin, la WOW, où AJ Lee est la présidente maintenant. On devra l'appeler AJ Lee maintenant. AJ Mendes, voilà, de son vrai nom. Et que depuis ce jour-là, ben, elle manque à l'appel et elle manque des nouvelles aussi, même si elle catch encore dans l'indie. Mais en tout cas, quel gros gâchis pour Tessa Blanchard. Tandis que pour Stone Cold, il a su s'en remettre. Hulk Hogan, ben, il arrive à se remettre sur pied, mais encore une fois, c'est son passé en tant que haineux racial n'est pas encore loin derrière lui. Sachez-le.
et que ben, je poursuis directement au match féminin que j'ai dû directement couper après les histoires que je vous ai balancées. Donc entre Nikki Bella, Naomi et Paige, un match triple menace, et je connais la chanson, c'est victoire de Nikki Bella. Ouais, je sais, je sais. Je sais pas qui va être la maillon faible, mais je pense que ça va être Paige. Même s'il y avait le With You de Naomi, et que Nikki Bella profite de l'ouverture pour faire le tomber à Paige. Donc elle a fait le pin, et qu'elle remporte le match. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'elle a remporté le match, mais après, dites-moi si vous avez ce show-là et que j'ai raison, ou alors dites-moi si tout ce que j'ai dit en propos, bon, certes, qui est basé de faits réels, si je me trompe ou pas. Et encore une fois, ce n'est pas une affaire ben, ultra sensible, car les affaires ultra sensibles, c'est lorsqu'on parle d'un meurtre, et que parler d'un meurtre, je ne veux pas parler de l'histoire d'un meurtre, notamment de l'affaire Chris Benoit, car tout le monde connaît l'histoire sur Chris Benoit, et que si jamais je le dis, ben, ça va peut-être vous dégoûter du catcheur, et moi-même, ça me débecte rien qu'à d'en parler, car les monstruosités, je n'aime pas parler de ça. Et que ça me fait de la peine, en plus, en venant d'un grand catcheur comme lui, et que aussi, il est parti tellement mal, et il a complètement disjoncté dans sa tête, quoi. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et après, d'autres affaires sombres que j'avais déjà parlé un petit peu, mais sauf pas dans profondeur. L'affaire de Bruiser Brody, qui s'était fait poignarder à Puerto Rico, mais sans trop profondeur. Et après, il y en a qui se sont suicidés, carrément. Il y en a qui sont suicidés, il y en a qui sont morts de crise cardiaque. Et je vais pas en dire les faits, les meurtres, tout ça, non. Même s'il y en a que j'en connais, ça va leur plaire, mais je ne suis pas ça parce que ça me dégoûte et ça me fait un peu de la peine de le dire. Donc pour le match féminin, comme j'ai dit, peut-être ou peut-être pas, 3,20. Et là, un match qui figure dans le coffret de Kevin Owens, Fight Owens Fight, donc l'histoire de Fight Owens Fight, de Kevin Owens, contre John Cena. Et là, c'est la révélation pour KO, vraiment la révélation, qu'il est présent dans ce coffret. Et non, je te dis, cinéphile, je sais que tu regardes, parce que je vois tes messages, mais je sais bien que je ne vais pas répondre, car tu sais très bien que maintenant, je préfère pas me rabaisser en jouant trop au con, et aussi en me faisant mal à moi-même, que non, je ne recommencerai pas le coffret de Kevin Owens. Car j'ai tout dit en détail, que ce soit le reportage du premier CD, le deuxième qui suit, qui a été, on va dire, un peu coupé au montage, mais qui a été dans le deuxième DVD avec les matchs, et que non, je me suis pas trompé dans les dates. Donc à mon avis, t'as cru que je me trompais dans les dates, mais en vérité, j'ai su l'exprimer comme je savais l'exprimer, et que de faire ça, c'est du gâchis. Et que lorsque tu parlais du coffret de WrestleMania de l'Undertaker, en plus c'est un coffret de cercueil que j'ai beaucoup dit, et qui me manque dans ma collection, même si encore une fois j'ai tous ces matchs en DVD, sache que ce n'est pas un 6e CD, c'est 5 CD à l'intérieur du cercueil, fait en velours, avec une carte Topps. Donc tu vois, je sais le détail. Pourquoi? Parce que des fois, quand je vois sur Amazon, eh ben, c'est 5 CD, pas 6. Ou encore, un autre YouTuber en parle, mais sauf qu'il ne fait pas de review, Catch Power, qui possède notamment le coffret de l'Undertaker en cercueil avec les 5 CD faits dans velours. Car j'ai vu la collection de Catch Power. Et je peux te dire... c'est impressionnant comme quoi, lui aussi c'est un véritable passionné, comme son meilleur ami Axel de WWE Fan France.
Donc voilà quoi, je suis au courant de tout. Et quand tu parles du Wargames et de In Your House, sache que j'ai dû regarder. Il n'existe pas en Silvervision. Il n'existe pas en Silvervision. Et tu vas peut-être dire, bah, s'il existe en Silvervision, moi je te dis que non. Parce que déjà, Silvervision a mis la clé sur la porte en 2012. Et que In Your House sont édités en Fremantle Entreprise, enfin Fremantle Media Entreprise Internationale, quoi. Et c'est pareil pour Wargames. Sauf que Wargames, attendez, je crois l'avoir mis quelque part. Même si ça va durer un petit peu longtemps, mais ça, je m'en fiche un petit peu. Mais je vais, qu'on soit d'accord, je vais dire ça pour qu'on soit d'accord. Eh bien, le DVD Wargames, sache qu'il date de 2013. Et en 2013, ben, Silvervision n'était déjà plus là. Hein, je le dis pour faire taire ben, les incompris finis. Je manque pas d'audace, mais c'est comme ça. Avec moi, c'est comme ça. Je fais pas les choses à moitié. Je vais directement franco. Je suis directos franc. Et que voilà, je suis au courant de tous les messages qu'il y a. Et que si tu crois que je vois pas les messages, ben, tu te mets le doigt dans l'œil. Et que j'ai pas envie de trop m'attarder sur toi, car déjà j'en ai fini avec toi. J'en ai directement fini avec toi à cause des ennuis qu'il y a eu cette année. Et peut-être que je ferai une vidéo sur le bilan de l'année 2022. Ouais, je crois que ça pourrait être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je ferai un bilan de ce que j'ai débuté cette année. Les bons moments, les mauvais moments, que je vous cache pas que ça m'avait un petit peu déçu à certains moments. Ça, je vous le dirai peut-être. C'est pas un FAQ, hein. Sachez que c'est pas un FAQ. C'est là où je parle du bilan. De toute façon, ça me concerne moi et personne d'autre. Je ne sais pas quand je vais la sortir, mais peut-être... peut-être quand ce sera aux périodes des fêtes de Noël ou la fin de la période de la fête de Noël. Et que je sortirai une vidéo en vous souhaitant une bonne année. Et découverte de mon cadeau. Voilà. Ça, je vous le promets, les vidéos à suivre. Et que concernant ce match entre Kevin Owens et John Cena, comme j'ai dit, ce match-là, un banger. J'ai vraiment apprécié. John Cena qui s'attendait pas du tout à avoir un partenaire mystère qui le tiendrait face. Vraiment. Car Kevin Owens, lui qui est un catcheur de chez NXT, arrive et il s'impose en tant que grand rival envers John Cena. Et il arrive avec le titre NXT, hein, pour prouver à quel point que c'est le champion de la NXT et que c'est pas n'importe qui. Et qu'il veut montrer aussi à John Cena que c'est pas un petit rigolo du coin. Car lui, il vient du circuit indépendant où il a su percer, et que je vous avais déjà dit dans sa vidéo. Et que John Cena, ben, il est, on va dire, pas content du tout, mais on va dire, il va un peu le rabaisser un petit peu, je vais vous dire un petit peu, car en disant que tu écoutes le vétéran, et que Kevin Owens ben, lui retourne la question en disant de homme à vétéran, je crois que c'est plutôt l'inverse ce qui se passe. Donc Kevin Owens disait ça. Même si John Cena disait à Kevin Owens, moi quand je vois en toi, je vois pas du feu dans tes yeux, mon petit. Moi je vois de la lâcheté. Alors que Kevin Owens, certes, est un bagarreur, mais c'est vrai qu'en tant que heel, ça peut lui arriver de fouiller. Et qu'on se rappelle tous ben, d'un coup de pied dans l'abdomen, il le fait courir dans les cordes, pop-up powerbomb. Il piétine le titre des États-Unis. Et du coup, ben, leur match est lancé à Elimination Chamber, où ils vont s'affronter et ils vont sortir des bangers. Surtout Kevin Owens, il va sortir du lourd. Il va vraiment sortir du lourd. Et il va prouver ben, au champ que lui aussi, c'est un sacré combattant. Et qu'on se rappelle même, surtout, je crois, je me rappelle, d'un package, pas un package Pie Driver, mais il part en package Powerbomb, on va dire ça comme ça. Donc il a manœuvré une prise correcte.
Même si John Cena a tenté plusieurs fois le STF ou le Attitude Adjustment, mais sans grand succès. Et du coup, ben, c'est, on va dire, Kevin Owens qui a pris l'avantage en prenant par surprise John Cena et en le faisant courir dans les cordes, pop, 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 bombe. Il remporte le match face à John Cena. Et là, c'est la première fois que John Cena se fait battre pendant, pas un challenge, mais on va dire un vrai défi. On va dire un rookie de la NXT contre le vétéran de la WWE, alors que Kevin Owens n'est pas un petit rookie, même si c'est un nouveau à la WWE, ça reste quand même quelqu'un de très expérimenté dans le catch. Donc il a prouvé qu'il était à son prime et qu'il pouvait battre quelqu'un comme John Cena et que leur rivalité est pas terminée. Je vous le dis direct, c'est pas terminé et que ça ne fait que commencer. Ils vont combattre à Money in the Bank jusqu'à ce que ça soit arrivé au Battleground, je crois. Même s'il y en a qui diront que Kevin Owens s'était fait enterrer en Money in the Bank 2015 ou Battleground 2015. Mais ça, c'est un petit peu trompeur. Il y en a qui diront que la rivalité n'a pas marché. Et pourtant, pour moi, ça a un peu fait évoluer Kevin Owens dans le roster. Hein. Donc je tenais à vous dire, ça l'a totalement évolué. Ce match-là en description, vu comment je me rappelle d'avoir déjà noté, et je ne suis pas en train de vous duper, loin de là. Match suivant, Neville contre Bo Dallas. Oui, Neville contre Bo Dallas. La revanche de la NXT, parce que oui, les deux ont fait des petites heures de la NXT, notamment Bo Dallas qui était champion de la NXT, et que Neville, qui se faisait appeler Adrian Neville, était le challenger, et que je me rappelle leur match lors de Arrival, où il a remporté le titre, Neville, et que pendant un petit long moment, ce sera lui le champion au plus long règne. Avant, c'était Bo Dallas, mais là, c'était Neville, le champion au plus long règne. Jusqu'à ce qu'il se fasse dépasser par Finn Balor, et jusqu'à ce que Finn Balor se fasse trôner par Adam Cole, baby. Donc, vous voyez, je suis au courant de tout cela. Et que là, maintenant, c'est différent. Neville, qui est une nouvelle étoile montante à la WWE, et Bo Dallas, celui qui veut donner de la force et de courage, alors qu'il n'y a pas longtemps, lors du lendemain de WrestleMania, lors d'un épisode qui n'a pas été, on va dire, enregistré par les caméras en direct, mais enregistré par les caméras de la WWE, mais sur YouTube, alors qu'il se prenait un Scorpion Death Drop ou un Scorpion Deathlock par Sting, et que lorsqu'il prend le micro, on a l'impression qu'il fait la voix de Mickey. Donc c'est pour ça que on laisse parler Mickey. Et que Bo Dallas, malgré cette humiliation, il essaye de remonter en force et de prouver à son ennemi de toujours que il le battra toujours, malgré, avec ou sans titre, c'est lui le best. Mais sauf que le best est derrière lui envers Bo Dallas. Et que Neville, qui aurait dû exploser à la WWE, je vous le dis, il aurait dû exploser. Car peut-être je le verrai en tant que nouveau champion du monde. Malheureusement, ça s'est jamais passé. Il a au moins capturé le titre Cruiserweight, mais après ça a causé à sa démission pour aller catch à la Dragon Gate et aussi être recruté à la AEW, où il va sortir que des classiques à la AEW, et qu'il est actuellement champion trios avec les deux frères que sont Pentagon Junior et Rey Fenix, qui se font appeler Triangle de la Muerte, ou Triangle de la Mort, ou Triangle Death, on peut appeler ça comme ça. Alors qu'avant, il était champion Mid-Atlantique, que maintenant c'est Orange Cassidy, le champion Mid-Atlantique, et que là, il bat, bon, pas facilement Bo Dallas, mais il bat dans
d'un moment d'inattention où Bo Dallas, ben, il essaie de faire son bulldog, mais sauf qu'il se fait rapidement stopper, et que Neville, si je crois bien, il part en German suplex, et après, il fait le Red Arrow, et il bat directement Bo Dallas. Et ce match-là, allez, j'ai bien apprécié, 3,5, ça nous a fait rappeler le bon vieux temps à la NXT, même si c'est un coffret que je n'ai pas non plus, les meilleurs matchs à la NXT, que ce soit les meilleurs pay-per-view de la NXT, ou le meilleur de 2017. En tout cas, je suis sûr qu'il y a des sacrés bons matchs à la NXT ou NXT, certains le prononcent comme ça, NXT, NXT, appelez-le comme vous voulez. Mais voilà, ça nous a rappelé un bon vieux classique. Ensuite, match Elimination Chamber pour le titre intercontinental. En tout cas, c'est la première fois qu'un titre intercontinental est défendu dans un Chamber. Donc, pour revenir à l'histoire, Daniel Bryan, qui était champion intercontinental, devait, on va dire, défendre son titre lors d'Elimination Chamber face à Sheamus ou l'un des participants. Sauf que on lui diagnostique que sa blessure au cou était une nouvelle fois de retour, et que cette fois-ci, ben, il a des chances d'arrêter le catch pour de bon, car s'il continuerait, eh ben, il mourrait sur le ring. Un peu comme un certain Misawa, mais sauf que Misawa, lui, il n'est pas mort à cause que son cou le faisait souffrir. Non, non, loin de là. Il est mort à cause de ces multiples commotions cérébrales qu'il a enchaînées. Et là, je ne m'y trompe pas, car Mitsuharu Misawa est réellement décédé à cause de ça. Et que je ne sais pas s'il est mort en plein ring, mais je sais bien que j'avais vu une vidéo où c'était inquiétant. C'était vraiment inquiétant. Mais à mon avis, je crois qu'il était inconscient. Il était vraiment inconscient. Il ne pouvait plus être en possession de ses mouvements. Et que, selon les rapports, eh ben, il a été déclaré mort à l'hôpital lors de son arrivée. Et que maintenant, ben, Mitsuharu Misawa fait partie des dieux du catch. Mais heureusement que Daniel Bryan, il a échappé à ce triste destin, car c'est justement le destin qui l'attendait. Et il a bien fait s'arrêter au bon moment. Même si on était très très triste de le voir partir, d'arrêter le catch pour de bon. Car je me rappelle, avec moi et un ami, on était très émus. Presque, on a perdu quelqu'un qui nous était cher, quoi. Pas qu'il était mort, mais quelqu'un qu'on le verra plus catcher, que là, ça y est, on se dit, ça y est, Daniel Bryan, il peut dire bonjour à la retraite. Mais sauf qu'il n'était pas à la retraite pour si peu, vu comment on sait bien qu'il sera General Manager de SmackDown en 2016 avec Shane McMahon. Voilà, je vous tease le truc. Et que là, ben, pour ce Chamber, eh ben, il faut désigner un vainqueur pour le titre. Et que les participants, ben, Ryback contre Sheamus, contre Dolph Ziggler, contre Mark Henry, contre R-Truth, contre le Roi Barrett. Et ce qui va se passer, il va y avoir un petit incident. Tout d'abord, je sais bien que c'est King Barrett et R-Truth qui commencent le match. Donc c'est eux qui sont plus que deux. Et que je m'en rappelle, lorsque le Roi Barrett balance R-Truth dans le pod où est-ce qu'il y a Mark Henry, eh ben, le pod en plastique se défait. Et on va dire plexiglas, hein. Eh ben, il se défait. Et du coup, ben, Mark Henry, ben, il sort en sachant pas quoi faire. Est-ce qu'il doit, on va dire, suivre le mouvement, ou alors est-ce qu'il va combattre directement? Il ne savait pas. Donc on va dire que c'était un incident. Donc parce que oui, des erreurs comme ça peut arriver, des erreurs dans un chamber. Et que, voilà, il sachant pas quoi faire, eh ben, il décide de faire le match malgré que une biaise connerie de plexiglas s'est défait. En fait, si je dis biaise, ça veut dire que c'était un truc tout bête.
Donc bies, ça veut dire bête, en gros. Donc si vous n'avez pas compris, voilà, je vous le dis si vous n'avez pas compris, si vous n'êtes pas, on va dire, belge, ou alors ce belgicisme que j'aborde moi-même, mais sauf que j'essaye de parler minimum plus français, parce que oui, pour les Français, il faut qu'on parle un minimum plus français, et pas à l'inverse. Ou encore, attendez, il va arriver encore quoi comme un incident? Ben, vu comment Mark Henry prenait part au match alors qu'il n'était pas censé venir au bon moment, et ben il combat. Et sa seule erreur à Mark Henry, alors que pourtant il a déjà participé, je crois, 1 ou 2 fois dans un chamber, et ben lui, il casse le compte de Barrett à R-Truth, alors que normalement, on doit laisser faire le tomber, faire le pin, et que lui, non, comme un gland, il enlève Barrett, alors que c'est un truc qui devrait pas être fait. Et que les catcheurs doivent tirer leur plan. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, tirer leur plan? Ben, ça veut dire qu'ils doivent se débrouiller pour improviser, vu comment ça partait vraiment en bordel. Et si je crois bien, il y avait ben, rentrée de Dolph Ziggler. Ouais, rentrée de Dolph Ziggler. En attendant qu'il y a l'entrée de Ryback ou de Sheamus. Même si je sais bien que Sheamus, à la fin, il va flinter en disant que son pod était bloqué. Je crois que c'est à ce moment-là ou l'autre précédemment. Ah, je ne sais plus. Bref, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Mais tout ce que je sais bien, c'est que les catcheurs étaient totalement perdus et que c'est Dolph Ziggler qui a dû ben, parler discrètement à l'arbitre pour revenir dans le contexte propre et qu'on fasse pas de conneries. Enfin, qu'ils font pas des conneries, pardon. Donc il va donner des instructions sans que le public s'en aperçoive, alors que de plus près, quand on regarde à la télévision, on voit qu'ils disent quelque chose pour sauver le match. Ça se voit vraiment. Comme lorsque Ryback arrive et qu'il se fait allumer, eh ben, on entend Dolph Ziggler en disant « Cause line me ». Donc si vous n'êtes pas attentif, regardez ce show ou alors sur YouTube, vous allez peut-être comprendre qu'il a sorti ce Cause line me. Et qu'après que tout le monde a été éliminé, ben, il ne restait plus que Sheamus et Ryback. Et que là, on se dit, ça y est, c'est peut-être l'heure de Guerrier Celt de devenir champion intercontinental. Un titre qu'il n'a jamais remporté dans sa carrière, Sheamus. Lui qui a tout remporté. Le titre WWE, le titre des États-Unis, le titre du monde poids lourd, le Royal Rumble, le King of the Ring. Attendez. Bientôt la mallette Money in the Bank. Que je n'ai pas, le show Money in the Bank. Il a fondé une équipe de la Ligue des Nations. Il a été champion par équipe de multiples fois avec Cesaro. Et sauf le titre ben, intercontinental et universel, ben, ceux-là, il ne les a pas remportés. Donc, si jamais il arrive à remporter, que ce soit aujourd'hui ou demain ou les années qui suivront, eh ben là, il aura créé un exploit, Sheamus. Et que là, c'est sûr, il est à l'aise au niveau de sa carrière. Hein. Et qu'il pensait avoir la victoire sur Ryback. Vraiment, il pensait vraiment. Car on voit le white noise sur Ryback. Et peut-être que je me suis trompé. Mais bon, c'est Ryback. Il pensait avoir la victoire, mais non. Je me rappelle d'un powerbomb de Ryback qui fait passer par-dessus la troisième corde, qui le fait tomber directement au ring. Il fait le shell shock. Il remporte le match et c'est lui le nouveau champion intercontinental. Donc victoire de Ryback. Et ce match-là, alors malgré qu'il y avait perturbation, je le mets 3,40 quand même. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais je le mets ça. Ensuite, le main event, et je crois que j'ai assez trop tardé dessus, Dean Ambrose contre Seth Rollins, que lui, il était encore accompagné par la
J&J Security et Monsieur Corporate Kane. Et il y a une stipulation pour Dean Ambrose. Si Roman Reigns aurait, on va dire, intervenu dans le match, ben, il serait, on va dire, banni de la WWE, mais surtout, il est banni du ring. Donc voilà. Et que Dean Ambrose, lui qui souhaite rentrer en collision avec l'autorité, pour prouver qu'il veut le titre, il compte le devenir, et il veut prouver qu'il peut être méritant, malgré des fois qu'on lui a mis beaucoup des bâtons dans les roues, et qu'à chaque fois, ben, il y a toujours du favoritisme envers Seth Rollins. Car oui, ça se voyait du favoritisme, car on ne veut pas voir Ambrose gagner, car pour l'autorité, ben, l'autorité gagne toujours. Et que ça s'enchaîne des petits échauffourés, la J&J Security qui n'hésitait pas à perturber le match, Ambrose se défend, et quand c'est Kane qui ramène encore son cul là où il fallait pas, et ben lui aussi il se fait allumer. Et là on se dit ça y est, Rollins va en profiter, il va profiter des moments d'inattention pour remporter le match. On connaît la fin. C'est ce qu'ils nous ont fait croire. Car je me rappelle, lorsque Dean Ambrose il fait sa descente du coude, alors que Rollins est debout, eh ben, il fait, on va dire, venir l'arbitre. Et du coup, ben, c'est l'arbitre qui se reçoit ben, le coup. Et qu'après, si je crois bien, il prend la mallette. Il prend sa mallette. Rollins, il veut l'éclater sur la face d'Ambrose. Mais sauf que Ambrose, ben, il esquive. Il prend la mallette, il lui fout dans la tête de Seth Rollins. Je crois que c'est ça. Non, peut-être pas c'est ça. Ou alors peut-être qu'il fait un pedigree qui n'a pas été porté. Et que lorsque Rollins a voulu ben, faire un attaque en sautant sur Dean Ambrose, et ben Dean Ambrose, il fait son Dirty Deeds. Et il y a un deuxième arbitre qui valide le tombé. Et là, c'est victoire de Dean Ambrose. Et que là, ça y est, on se dit, ça y est, enfin. Il a enfin capturé le titre. Parce que c'est impossible de lui donner le titre alors qu'il ne peut pas rester le dernier, quoi. Donc c'est lui qui remporte le titre du monde poids lourd de la WWE. Et que on sentait, et que pour nous, c'est une victoire assurée. Mais sauf que l'arbitre qui avait été mis KO à cause que Seth Rollins lui a fait traîner ben, en plein centre du champ de vision de Ambrose pour préparer son attaque, eh ben, il décide de ne pas mettre Ambrose champion, car on va dire que Dean Ambrose a remporté par disqualification, et que du coup, ben, celui qui est toujours champion du monde poids lourd de la WWE, ben, c'est Seth Rollins, mais qui perd par disqualification. Et que Ambrose se sentant dégoûté, et c'est très bien que c'est encore un complot de l'autorité pour le faire enterrer une nouvelle fois, ben, il décide de ne pas donner le titre, et qui se barre avec Roman Reigns, car Roman Reigns était présent un coup que Dean Ambrose a remporté le match. Et ben, il décide de se barrer dans le public et à montrer au public peu importe que j'ai pas gagné le titre, ben, pour le public, je suis le champion du peuple. Tout simplement. Donc oui, l'anarchiste, le fou lunatique, le John McClane de la WWE a volé le titre. Et du coup, ben, ça laisse Rollins en furax. Alors qu'on se rappelle des échanges de promos assez trash entre Kane et Seth Rollins. Car on sait bien que Seth Rollins n'arrêtait pas de trash talk Kane pour son mauvais incompétence. Car selon lui, il est incompétent. Et que il n'arrêtait pas de le traiter de merde constamment. Et Kane, ben lui, je me rappelais qu'il disait je ne suis pas ce genre de gamin capricieux, arrogant, comme le célèbre chanteur Justin Bieber. Quand il a comparé Seth Rollins à Justin Bieber, ça m'a fait buter de rire, alors que c'est un peu faux, quoi.
Donc, je me rappelle que le public n'arrêtait pas de chanter à Seth Rollins Justin Bieber. Ah, putain. Putain. Qu'est-ce que ça me butait de rire quand même, quand il disait ça. Et après, ben, ça a enchaîné les petites disputes, même si Kane n'arrêtait pas de flinter en disant « Je rigole, mec, je rigole !» Alors qu'en vérité, ben, il peut être sérieux. Il peut être sérieux car un Kane peut en cacher un autre. Mais bon, c'est la fin de ce match-là. Ce match-là, je pense pas déjà l'avoir noté. Non, je pense pas. Je pense pas déjà l'avoir noté. Mais je lui mets, allez, 3,50. Allez, pour ce show-là, je mets 3,50. Et que j'en ai assez à parler de ce pay-per-view. Malgré que c'est pas, on va dire, un show ultra foufou. Et en plus, c'était un show qui n'était pas passé à la télé. Car je me rappelle que Philippe et Christophe avaient annoncé publiquement qu'ils ne seront pas là pour commenter. Car c'est la chaîne qui avait décidé de ne pas les faire commenter. De manière étrange. C'est étrange ce choix de décision. Vraiment, c'est vraiment très étrange. Alors qu'ils auraient pu commenter. Bien sûr, si la chaîne voulait exactement. Mais comme quoi, rien n'est évident, quoi. Mais bon. Concernant les matchs, les bonus, les scènements et promos et l'ensemble. 3,20, c'est pareil. Comme l'autre, 3,20. Et que ben, j'en ai assez trop dit pour cette review sur Elimination Chamber 2015. Donc, j'espère que ça vous aura vraiment bien apprécié. C'était DVD Pro Catch. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.